Non. Sabah al-khair alaikum. Sabah al-khair, ça va à la base. Je m'appelle Jamil, je suis algérien comme la majorité d'entre vous. J'ai quitté Alger il y a à peu près 5 ans, après avoir fini Polytechnique qui est pas très loin d'ici. Je travaille chez Google depuis à peu près 2 ans et je suis aujourd'hui très très heureux d'être ici pour représenter Google en tant qu'Algérien et pour venir vous apporter un peu les connaissances d'Internet et de Google. Donc je suis très heureux d'avoir tous ces speakers qui sont tous là au premier rang et je les remercie énormément d'avoir accepté. Thank you very much. So it's easy. Alors aujourd'hui c'est votre journée, les speakers sont ici pour vous. Donc il ne faut absolument pas hésiter à aller leur parler, leur poser des questions. Ils parlent arabe, français, anglais, kabyle je crois aussi. Voilà. Donc n'hésitez absolument pas, il faut leur poser des questions. Toutes les questions sont les bienvenues, c'est un event pour vous. Moi aujourd'hui je suis très content d'être là. De parler à ce premier Google Day en Algérie. J'espère que ce sera le début d'une longue série de Google Day et le début d'une longue histoire de Google en Algérie. Et j'aimerais remercier l'ensemble des organisateurs qui sont là, grâce à qui on est là aujourd'hui. Donc Walid, Halim, Sana, Jahida et l'ensemble du GDG et l'ensemble des communautés Google qui ont travaillé pour ça. Donc je voudrais que vous les applaudissiez. Merci énormément. J'espère que c'est le début d'une histoire grâce à vous. On va passer rapidement à la keynote. Donc il y a une session d'introduction un peu inspirationnelle qui vous donne des idées. On a ramené dans nos valises de Paris Patrick Hennegan, qui est le meilleur speaker de France et peut-être du monde même, en anglais, mais il va le faire en français. Et Patrick est tellement bon que chaque lundi matin en début de session à Paris, il parle 15 minutes des tendances du web, des nouveautés, de ce qui se passe à l'avenir. Donc écoutez très bien ce qu'il va vous dire, parce qu'il va certainement vous inspirer à créer des business et avoir des idées. Donc écoutez-le. Patoche. Merci Jamil. Donc je précise, je ne parle pas kabyle, juste pour être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur le sujet. Je vais juste ouvrir ma presse. Alors, est-ce que... Vérification technique. Donc bonjour à tous, je suis très très heureux d'être là. Merci au GDG de nous avoir invités. Dans cette keynote, en fait, je voulais parler un peu des tendances du web, présenter un peu Google, parce qu'on parle beaucoup de Google, mais on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Alors je pense que les étudiants dans cette salle connaissent bien Google et utilisent nos produits, mais peut-être juste faire un petit tour d'horizon et rappeler un peu à la fois qu'est-ce qu'est Google et nos principes d'innovation. Il y a un peu de Larsen. Est-ce que c'est... Hop. Voir, c'est ce qu'on dit dans notre campagne de promotion de notre navigateur Chrome, c'est à vous de créer le web. Chez Google, on crée les outils, mais on espère que c'est pour en faire des choses... merci. Génial. Donc pour en faire des choses utiles, pour en faire des choses qui vous aident au quotidien, en utilisant toute l'information disponible sur le web. Et pour vous donner une idée un peu de tout ce qu'on peut faire sur le web, à la fois pour protéger une culture, pour créer un business et pour changer un peu le monde, je vous montre un petit spot qui a été réalisé dans le cadre de la campagne Chrome, de la promotion de notre navigateur.
Donc vous l'avez deviné, c'est un spot qui a été tourné par Google en Inde, et en fait c'est donc l'histoire d'un artiste qui est spécialisé dans le tanjore, donc c'est une forme d'art, de peinture spécifiquement indienne, et plus personne ne connaît son art, plus personne ne connaît sa culture, et il décide donc de promouvoir son art et sa culture via un site web, et il décide derrière d'en faire même un métier et un commerce, puisqu'il arrive à revendre en fait ses peintures, c'est une histoire vraie, à revendre ses peintures grâce à Internet dans le monde entier. Donc il contribue à la fois à la diffusion de sa culture et il crée une entreprise en fait qui lui donne des revenus, mais permet aussi d'embaucher des gens localement et de créer un business. Donc c'est vraiment le web en fait a été une plateforme pour permettre à cet artiste de se faire connaître et de diffuser son art partout dans le monde. Donc peut-être revenir un peu sur l'histoire de Google. Alors je pense que la plupart d'entre vous êtes trop jeunes pour vous en souvenir. Moi je ne suis pas jeune, enfin si jeune que ça, donc je m'en souviens. Ça c'est la première homepage de Google. Quand c'était encore en bêta, parce que si vous utilisez les produits Google, vous savez qu'on aime bien les produits en bêta. Ça c'est donc la première homepage de Google en 1998. Donc Google c'est une boîte qui a 14 ans. Donc aujourd'hui, on a parfois certains problèmes. C'est normal parce qu'on est dans la phase de l'adolescence, qui est toujours une phase un peu difficile dans la vie d'une personne. Et vous voyez en fait un truc sur lequel j'aimerais bien insister, c'est qu'en bas à gauche, vous avez Stanford Search. Donc Google est né à Stanford, dans une université de technologie, de business. Et c'est vraiment grâce à un contexte universitaire très fort, grâce à une stimulation intellectuelle très forte qu'ils ont eu l'idée et les moyens de mettre en œuvre leur invention. Donc Larry Page et Sergey Brin, qui avaient eu l'idée donc un peu folle d'indexer l'intégralité du web sur l'ordinateur. Ils voulaient récupérer tout le web sur l'ordinateur, ça paraissait fou. Ils l'ont fait et c'est comme ça qu'ils ont réussi à construire Google. Et vous voyez d'ailleurs sur ce premier logo, il y a même une petite allusion, un petit point d'exclamation. Je ne sais pas si vous devinez à quoi ça fait allusion, ce point d'exclamation. Non, c'est presque ça. Ça c'est Google, mais le point d'exclamation, c'était en fait c'était Yahoo à l'époque, qui était le grand moteur de recherche, qui s'écrivait donc Yahoo avec un point d'exclamation. Donc c'était une façon de dire ouh, salut, nous c'est Google, on est là. Et puis bon, on sait comment l'histoire s'est passée. Alors quelques valeurs un peu clés, c'est chez Google, on dit toujours faites ce qui est bon et le reste suivra. Follow the user and the rest. Do what's good for the user and the rest will follow. L'idée, c'est on se concentre quand on crée des produits sur qu'est-ce qui améliore les choses pour l'utilisateur. Qu'est-ce qui donne du pouvoir aux utilisateurs, qu'est-ce qui lui permet d'améliorer sa vie d'une façon ou d'une autre. Cette couverture, c'est Time Magazine, donc un magazine américain. Chaque année, il fait sa personnalité de l'année. Et ça, c'était en 2007. Et la personnalité de l'année, en fait, c'était you, c'était vous. C'était l'utilisateur. Vous aviez là un petit miroir, en fait. Donc, quand vous achetiez le magazine, vous voyez votre visage. Et c'était pour dire que finalement, sur Internet, maintenant, c'est vous qui prenez le pouvoir. Vous décidez ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Vous décidez quel produit marche bien et quel produit ne marche pas. Donc vraiment faire ce qui est bon. Et donc c'est vraiment le conseil qu'on vous donne dans le développement de vos applications, de vos services. Réfléchissez en termes de ce qui est bon pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur aussi, on essaie de créer de la simplicité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, là on a c'est un dessin satirique du New Yorker. En fait, il y a Google devant, qui est une interface toute blanche de recherche, toute simple. On écrit quelques mots-clés et on trouve ce qu'on cherche sur le web. Mais derrière, il y a énormément de calculs. Je ne sais pas si vous le savez, mais en fait, dans chaque recherche Google, donc une seule recherche, vous avez autant de calculs que dans l'ensemble du programme Apollo de la NASA. Donc tout le programme Apollo qui a mené à la conquête de la Lune par la NASA. Donc tous les calculs pour ça vont dans une seule recherche sur Google. Donc vous, quand vous faites une recherche sur Google, vous mettez en place autant de calculs que quand on a envoyé plusieurs hommes sur la Lune. Donc c'est vraiment très compliqué. C'est pour ça qu'on recrute chez Google les meilleurs informaticiens du monde. C'est pour pouvoir prendre toute cette complexité du web et la simplifier pour que vous, à la fin, vous n'ayez qu'une interface simplifiée et qui vous permet de trouver la réponse à la question que vous vous posez. Alors, est-ce qu'il y a un truc quand même qui va avec ça? C'est que, alors, on a pris une énorme masse d'informations et on la rend simple.
Tout ça, ça ne marcherait pas s'il n'y avait pas un ingrédient clé. Et cet ingrédient clé, c'est la vitesse. Donc là, on vous démontre la vitesse de notre navigateur Chrome, donc qui compte beaucoup, et la projection d'une patate. Parce que c'est un truc d'ingénieur, c'est des tests bizarres. Voilà, donc notre obsession, l'obsession de Larry Page, c'est la vitesse. Les ingénieurs chez nous, quand ils arrivent à réduire de 0,0001 millisecondes le temps de chargement de Google, ils sont super contents, ils reçoivent des bonus. La vitesse, c'est le plus important sur Internet. Alors, vous y êtes sensible, évidemment, vu les vitesses de connexion ici. Mais donc, plus vous allez vite, et nous, on sait que si on commence à perdre du temps, on commence à perdre des utilisateurs et potentiellement des revenus. Et alors, donc, l'obsession de Larry Page, c'était ça, c'était la vitesse. On fait des tests, on fait des optimisations. Et maintenant, en fait, depuis qu'il est... Donc, il y a un peu plus d'un an, Larry Page est redevenu le CEO de Google. Et aujourd'hui, maintenant, l'obsession, c'est aussi d'unifier un peu tous nos produits de façon visuelle. Là, vous avez Google Search au centre, vous avez les apps Calendar, vous avez Google Reader, vous avez Gmail. Et comme vous pouvez le voir, il y a vraiment une interface unifiée visuellement. Donc quand vous êtes sur un produit Google, vous le savez. Et ça, ce n'était pas du tout le cas il y a encore quelques années. Il y avait encore du développement qui avait lieu un peu par-ci, un peu par-là. Chacun faisait ses trucs à sa sauce. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on doit créer une expérience unifiée de Google. Donc pour reprendre les mots de Larry, one simple, beautiful user experience. Donc il faut que ça soit simple, il faut que ça soit beau, il faut que ça soit efficace. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont n'importe quel développeur peut s'inspirer dans ses projets. Alors, il y a aussi Google, parfois on va très vite, on bouge beaucoup, on crée des nouveaux produits, les gens ne savent pas trop ce qu'on est en train de faire. Donc l'important, c'est d'avoir de la transparence, aussi pour penser à l'utilisateur, pour lui expliquer ce qu'on est en train de faire. Et je ne sais pas si vous avez vu sur YouTube, vous avez ces vidéos. Vous avez plusieurs vidéos maintenant sur l'évolution de la recherche, sur les différents produits qui ont été rajoutés au moteur de recherche. Et vous avez en fait là ce monsieur indien, c'est Amit Singhal, qui est un peu le grand gourou de la recherche chez Google. C'est lui qui est responsable de toutes les modifications au navigateur. Vous avez plusieurs vidéos de lui en fait en train d'expliquer pourquoi ils ont fait tel changement, pourquoi on a rajouté telle nouvelle option, pourquoi on a décidé de changer cette option. Et on a même mis en fait, vous avez à droite une vidéo. Donc vous tapez dans YouTube, vous tapez Search Quality Meeting et vous allez avoir une vidéo de l'équipe de Search Quality, donc ceux qui décident vraiment des changements à l'algorithme. Et vous avez en fait une grande discussion, ça dure 10 minutes, c'est très technique. Ça porte sur les requêtes qui ont plus de 10 mots dans la requête. Donc ça concerne 0,01% des requêtes. Mais ça mérite quand même qu'on passe une vraie réunion à en parler et à expliquer quels sont les problèmes posés, quels sont les défis, comment est-ce qu'on va résoudre ces questions. Et là, vous avez en fait en bas, vous avez l'évolution de la recherche. Je suis désolé, l'écran n'est pas très clair. Vous avez l'évolution des nouveaux produits de la recherche tout au long de la vie de Google. Donc, n'hésitez pas, sur le web, vous avez tout un tas de ressources qui vous expliquent un peu comment fonctionne le search. On pense souvent que c'est une... Merci. On pense souvent que c'est ce qu'on appelle une boîte noire, quelque chose on ne sait pas très bien ce qui se passe dedans. En fait, plus ça va et plus on vous explique, on essaie d'expliquer aux utilisateurs ce qu'on fait exactement et pourquoi on fait les choix qu'on a fait. Alors, est-ce que vous reconnaissez ces pieds? Je ne pense pas. Vous voyez, c'est des belles chaussures. En fait, c'est des chaussures qui ont des places pour les doigts de pied. Les Japonais font des chaussettes comme ça aussi. Mais donc ça, c'est des chaussures américaines. Et elles sont très très confortables, apparemment, pour courir et pour faire du sport. C'est très confortable et ça épouse les formes du pied. En fait, ça, c'est les chaussures de l'autre fondateur, Sergey Brin, qui n'utilise que ça. Et il se balade donc partout. Il est venu il y a quelques mois à Paris, il était venu parler à un ministre, il était habillé comme ça avec ces chaussures-là. Ça fait un peu bizarre, mais ok. Mais tout ça pour illustrer le fait que chez Google, et je pense que vous connaissez un peu ce principe, c'est
on peut être sérieux sans porter de cravate. Si vous avez des choses intéressantes à dire, des choses intelligentes à dire, on va vous écouter, même si vous ne portez pas de cravate. Bon, je suis quand même venu en veste, mais pas de cravate. Parce que voilà, il ne faut pas. Mais tout ça pour dire que ce qui compte chez Google, c'est ce que vous dites, ce que vous faites, et pas forcément comment vous vous habillez. Alors, je vais parler un peu des principes d'innovation qui font... que chez Google on essaie de suivre au quotidien dans le développement des produits. Le premier principe, c'est, je l'ai laissé en anglais parce que c'est un peu plus percutant en anglais, mais je vais traduire, have a mission that matters, donc travailler sur des projets qui comptent. Est-ce que vous reconnaissez ce projet? Ouais. En fait, donc ce projet, c'est donc la voiture qui se conduit toute seule. C'est une voiture, elle peut circuler maintenant en Californie et dans le Nevada aux États-Unis, et ils sont en train d'obtenir des autorisations pour circuler dans d'autres États. Et cette voiture, donc, comme vous le savez, en fait, elle est dotée de capteurs, elle est connectée à Internet, elle utilise toute l'information Google Maps, Google Earth pour se repérer dans l'espace, pour reconnaître les lieux et pour donc déterminer un itinéraire optimal pour aller d'un endroit à un autre. Et l'idée, c'est qu'elle se conduise toute seule. Vous avez, sur la droite, vous avez une photo de notre premier test driver qui n'est pas un Googler. Il s'appelle Steve. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la vidéo avec Steve. Certains. Alors pour les autres, donc Steve, il est un peu vieux. Il habite en Californie. En Californie, si on n'a pas de voiture, on ne peut pas aller dans beaucoup d'endroits. Donc on est un peu limité. Donc la voiture qui se conduit toute seule, pour lui, c'est très pratique. Ça développe son autonomie. Et donc là, vous voyez Steve conduit sans les mains. Mais en fait, vous voyez, Steve, il a aussi des lunettes de soleil, mais en fait, c'est parce que Steve, il est aveugle. Donc Steve, s'il n'était pas dans une voiture qui se conduit tout seul, il ne pourrait juste pas du tout se déplacer en voiture comme ça. Et l'idée de Larry et Sergey, c'était avec Google de créer une entreprise qui allait changer le monde et d'améliorer le monde. Et ça, c'est un exemple de cette mission-là. L'idée que chaque année, il y a 1 million de gens qui meurent dans les accidents de voiture. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser la technologie pour changer ça, pour réduire ce nombre de morts complètement absurdes dus à des erreurs humaines? Donc pourquoi pas remplacer les humains par des robots pour des choses comme le fait de conduire. Et une voiture toute seule qui conduit toute seule, ça ne change rien finalement. Enfin, si je me balade dans Alger avec ma voiture qui se conduit toute seule, c'est génial, mais je vais sans doute avoir un accident plus qu'autre chose. Par contre, si vous remplacez toutes les voitures par des voitures qui se conduisent toutes seules et que les voitures commencent à communiquer entre elles et qu'elles commencent à se réguler, elles commencent